Bonsoir chers étudiants. Donc je reprends contact avec vous avec une nouvelle vidéo qui porte sur les fonctions de hachage. Donc dans cette vidéo on va voir le fonctionnement des fonctions de hachage et par la suite on va voir deux grandes familles qui sont essentiellement le MD5 et le SHA1. Donc on va voir en premier lieu une présentation globale du fonctionnement des cryptosystèmes de hachage. Donc une fonction de hachage, dite aussi fonction de condensation, c'est une fonction qui permet, à partir d'un texte ou d'un package quelconque, il permet de calculer une chaîne de taille inférieure et fixe qui est appelée condensée, empreinte, H, on trouve même le français H avec CH. Donc cette fonction, il va permettre essentiellement de vérifier l'intégrité d'un fichier ou d'un texte. Dans le cas où on veut par exemple télécharger un package de type Linux, donc avec la fonction de hachage, on vérifie que le package n'a pas été modifié lors du téléchargement de ce package. On utilise aussi la fonction de hachage pour le stockage des mots de passe. Donc au lieu de stocker le mot de passe crypté, on préfère stocker le hash du mot de passe. Ainsi, à partir du hash, on ne peut pas trouver le mot de passe, contrairement si on chiffre le mot de passe. Donc, à partir de le chiffrer, on peut retrouver le mot de passe clair. Donc, un exemple de fonctionnement des fonctions de hachage. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs familles, MD5, SHA1 avec différentes familles, Whirlpool, etc. Donc là, à partir des données bien précises, texte, package, etc., on les passe via une moulinette qu'on appelle fonction de hachage et on ressort avec une longueur fixe, un hash de longueur fixe, ce qu'on appelait condensé, empreinte, hash, etc. Donc en général, on envoie ce package avec l'information du hash. Ainsi, une fois au niveau de la réception, on peut vérifier, on peut passer le texte que nous avons reçu par la même moulinette et on va vérifier le résultat du hash avec le hash qui a été envoyé avec le texte. Si c'est le bon hash, donc le texte n'a pas été altéré. Si ce n'est pas le bon hash, donc le texte a été modifié, on doit refaire le téléchargement ou bien dans le cas où on donne le mot de passe, on doit redonner un nouveau mot de passe. Donc les principales caractéristiques des fonctions de hachage, c'est que ce sont des fonctions qui sont simples au niveau du calcul, donc faciles à calculer. Il y a aussi la notion de résistance à la collision. C'est une notion très importante qui stipule que si on a par exemple deux messages qui sont distincts, x1 et x', donc on ne doit pas avoir le même hash pour les deux textes qui sont différents. Donc je vais prendre le cas du mot de passe. Si jamais par exemple on a deux utilisateurs qui sont différents, ils ont utilisé deux mots de passe différents, on ne doit pas stocker au niveau du fichier de stockage des mots de passe le même hash. Ça veut dire qu'on ne doit pas trouver le même hash, mais on doit trouver des hashes qui sont différents. C'est une fonction à sens unique. Un sens unique qui veut dire que à partir de le texte, on va trouver le hash, mais à partir du hash, on ne peut pas trouver le texte. Hein? Donc, il est d'une longueur fixe. Le message haché est en général de taille fixe de 16 jusqu'à 20 octets selon l'algorithme utilisé. Donc, pour le principe de fonctionnement des fonctions de hachage, donc, la majorité des fonctions de hachage sont construites par itération d'une fonction de compression. Donc, si par exemple on a un message ou bien un contenu pour lequel on veut calculer le hash, donc la première des choses à faire, on doit décomposer M en des blocs, M1, M2 jusqu'à Mn. Donc par la suite, la fonction de compression est appliquée à chaque bloc. Donc pour chaque MI, on doit appliquer la fonction de compression ou bien la fonction de hachage. L'empreinte qui est le résultat est la dernière compression. Donc là, par exemple, pour le bloc 1, on va choisir le cas où on a un vecteur d'initialisation. On va lui appliquer la fonction
la fonction de compression. Le résultat va constituer le vecteur d'initialisation pour le deuxième bloc. On va appliquer aussi la fonction de compression. Le résultat, on va appliquer la fonction de compression avec le troisième bloc, ainsi de suite. Donc, le résultat de la dernière compression, c'est là qui constitue le H et le mot M pour lequel on veut calculer le H. Donc, on va commencer par la fonction de hachage MT5. Donc, MT c'est l'acronyme de message digest. Elle a été développée par Ronald Rivest, l'un des fondateurs de l'algorithme RSA, en 1991. Donc, il y en a plusieurs versions antérieures, notamment le MT2 et le MT4. Donc, le MT5, il produit une empreinte de taille 128 bits. D'accord? Elle décompose le texte en des blocs de 512. Donc, le texte, c'est pas juste le texte d'origine, mais le texte d'origine pour lequel on veut calculer le hash, pour lequel on va ajouter ce qu'on appelle la notion de complétion, qui consiste à ajouter un bit à la fin de le texte d'origine plus un ensemble de zéros, jusqu'à ce qu'on ait la taille de 448 bits modulo 512, plus la longueur du texte d'origine, qui est de taille de 64 bits. Et à la fin, on aura un texte qui est multiple des blocs de 512 bits. Donc, c'est un algorithme qui a été largement utilisé. Toutefois, il est vulnérable à plusieurs attaques, notamment le paradoxe de l'anniversaire. Donc, ça, c'est une attaque qui est très connue aussi et qui se base sur une estimation probabiliste, d'accord, qui stipule qu'il y a à partir d'un certain nombre de personnes, d'accord, on a la probabilité qui augmente d'avoir deux personnes qui ont la même date d'anniversaire. Donc, si par exemple, on va prendre le cas de votre classe, vous êtes, je suppose, 24 personnes, donc on a la probabilité de 50%, d'accord, de trouver deux personnes parmi vous qui ont le même jour de naissance. Et cette probabilité augmente si on augmente le nombre de personnes. Si par exemple on a un groupe de 57 personnes, donc là la probabilité elle est supérieure à 99%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la taille du H il est petite, d'accord, on a une taille petite, là on peut facilement trouver un contenu qui a le même H. D'accord? Donc, si par exemple le cas est le mot de passe. Si pour un mot de passe, on a calculé avec le MT5, là, si on regroupe un ensemble de mots, j'ai la probabilité d'avoir le même H, d'accord, parmi un ensemble de mots de passe. J'ai la probabilité de 50% de trouver le même H. D'accord? Donc là, c'est comme si on n'a plus la notion de collision. Donc la notion de collision que nous avons vue parmi les caractéristiques de la fonction de hachage n'est plus assurée si l'empreinte elle est de taille petite. Donc on va détailler maintenant le fonctionnement de MT5. Donc là, supposons qu'on a le message initial, d'accord, qui est constitué d'un ensemble d'une suite de bits 0 à 1. Donc la première étape, c'est la complétion. En quoi consiste la complétion? C'est la même notion que le padding, sauf ici, il y a plus de critères que le padding. Donc pour la complétion, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 1 à la fin de le message, d'accord? Un bit à 1 à la fin de le message. Par la suite, on complète autant de zéros jusqu'à ce qu'on ait une longueur de 448 bits modulo 512. D'accord? Par la suite, les 64 pour compléter le bloc de 512 à 64 bits, d'accord? Il va contenir la longueur du texte initial. Donc, je répète, on a le texte initial, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour la complétion? Donc, on ajoute un bit à 1. Par la suite, on ajoute autant de zéros jusqu'à ce que le message ait une longueur de 448 bits modulo 512. D'accord? Par la suite, on ajoute 64 bits. D'accord?
on va mettre la longueur de le message initial. Donc ici, on a le message, c'est un multiple de bloc de 512. Par la suite, on passe à la deuxième étape qui consiste à faire le découpage et le texte plus complétion, plus longueur, en des blocs de 512 bits. D'accord? Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer l'ensemble des blocs par une succession de fonctions de condensation ou bien de compression pour qu'on ait à la fin le résultat de 128 qui est le H de le mot texte. Donc, en quoi consistent les fonctions de compression? Donc, en premier lieu, on a ce qu'on appelle, on a un vecteur d'initialisation qu'on utilise et qu'on découpe sous forme de buffer, donc A, B, C, D. D'accord? Les A, B, C, D sont de 32 bits, chacun de 32 bits. Donc la taille du vecteur d'initialisation, elle est de 128 bits. Par la suite, on a pour le bloc 512. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer les vecteurs d'initialisation, le bloc de 512, par 16 itérations. D'accord? 16 itérations. Par la suite, nous allons voir en quoi consistent les 16 itérations. Donc, le résultat de ces 16 itérations vont remplir les buffers A, B, C, D et qui vont constituer le vecteur d'initialisation tour qui est composé aussi de 16 itérations. Ainsi de suite, jusqu'à la fin des dernières 16 itérations et on aura les blocs A, B, C, D, d'accord, qui vont constituer le buffer et auquel on va faire un XOR avec le vecteur d'initialisation et c'est comme ça qu'on ait l'empreinte de 128 bits. Donc pour les 16 itérations, donc les 16 opérations effectuées sont comme suit. Donc on a les buffers A, B, C, D qui sont de taille 32 bits. Qu'est-ce qu'on effectue? Donc on a la première opération. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc à la place de A, d'accord, on met le D. Pour le B, d'accord, le B est le résultat de l'ensemble de ces opérations qui consiste à faire un A, le A, XOR, une fonction FJ, on va détailler par la suite les fonctions, fonction qu'on va appliquer sur BCD, d'accord. Le résultat de ce XOR, on va l'ajouter à MI, qui est le bloc de 32 bits de message d'entrée. Par la suite, on va ajouter une constante de 32 bits et on va faire une rotation de S bits vers la gauche. Donc, le S, il varie pour chaque itération, le S varie. Par la suite, on fait un XOR avec le B et le résultat, on le met au niveau de B. D'accord? Le C, c'est le contenu de B, on va le mettre au niveau de C. D'accord? Et le D, c'est le contenu de C qui va constituer le D. Donc là, voici le nouveau contenu de buffer A, B, C, D après avoir passé par 16 itérations au niveau de cette fonction de compression. Donc là, on va passer à l'algorithme de SHA. Donc la famille SHA est l'acronyme de Secure Hash Algorithm. Elle a été développée par le NSA, d'accord, en 1993. Donc, il y en a plusieurs versions qui se basent essentiellement sur la modification de la taille dernière du hash. Donc, on peut trouver le SHA-1 par exemple qui est le plus utilisé. La taille du hash, elle est 160. On peut trouver aussi le SHA 256 dans la taille est 256. Le hash, pardon, est 256, ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs versions. Donc, le SHA-1, c'est basé beaucoup plus sur le MT5. La même chose, il décompose le texte en blocs de 512 et l'empreinte elle est de taille de 160 bits. Le fonctionnement du SHA-1, c'est à peu près le même fonctionnement du MT5. Donc, la première des choses, donc, on doit passer par la phase de complétion. C'est le même principe. Donc, on ajoute un bit à la fin du message. Puis on ajoute autant de zéros que nécessaire pour que le message ait une longueur de 448 bits modulo 512. Et par la suite, les derniers 64, d'accord, pour avoir 448
plus 64, un bloc de 512. Donc les derniers 64, ils vont contenir la taille du message réel. Et par la suite, on passe par l'initialisation des 5 buffers A, B, C, D, E, d'accord, seront initialisés de manière constante. Et par la suite, on traite les messages par bloc de 512. Donc, on a 4 tours et chaque tour, il contient 20 itérations. D'accord? Donc là, le SH1 utilise des constantes, d'accord? Et il utilise des fonctions F1, F2, F3, F4 qu'on va voir par la suite. Donc, pour la réalisation ou bien le remplissage de l'ensemble des buffers. Donc, pour le A, on va le mettre dans le B. D'accord? Donc, le contenu de A va être dans B. Pour le contenu de A, c'est le résultat de XOR de E, la fonction F qu'on va appliquer les buffers B, C, D, d'accord? Le résultat XOR avec A, mais avant de faire XOR avec A, on doit faire un décalage de 5 bits. Par la suite, on fait un XOR avec le mot qui va provenir du message. Le résultat, on va faire XOR avec le K, qui est une constante additive, d'accord, qu'on va utiliser qui est définie pour l'algorithme SHA. Le résultat, on doit mettre A dans le buffer A. Pour le C, c'est le B, mais on doit effectuer un décalage de 30 bits. Pour le D, c'est le même contenu que C qu'on va mettre dans le D. Et pour le E, c'est le même contenu que D qu'on va mettre au niveau du E. Donc, ces itérations, on doit les effectuer 20 fois. 20 itérations. Donc, C, c'est pour le MT5. Ici, c'est 20 itérations. On doit effectuer cette opération 20 fois. Donc là, voici l'explication des opérations qu'on doit effectuer. T ici, c'est le numéro d'itération. Le FT, c'est une fonction primitive qui est définie comme ça. Donc, pour les itérations de 0 jusqu'à 19, voici la fonction appliquée. Pour les itérations de 20 jusqu'à 39, voici la fonction à utiliser. Pour les itérations de 40 jusqu'à 59, voici la fonction à appliquer. De 60 à 79, voici la fonction à appliquer. La même chose pour le mot. Donc, le mot dérivé du bloc de message. Donc, les 16 premières valeurs sont les premières valeurs du bloc. Par la suite, on va manipuler l'ensemble des informations pour C inférieur à T. Donc, pour T supérieur à 16, donc on doit faire le mot T moins 16. Donc, XOR le mot T-14, XOR le T-8, XOR le TW. Et on va faire un décalage d'un bit. Pour le tout, on va faire un décalage d'un bit. Pour la valeur additive, qui est le cas, ça aussi, il dépend des itérations. Donc, là, c'est la forme hexadécimale. Donc, pour l'itération 0,9, on utilise cette valeur. Pour l'itération entre 20 et 39, on utilise cette valeur. De 40 à 59, on utilise cette valeur. Et pour 60 79, on utilise cette valeur. Donc, sur ce, j'ai terminé cette présentation.